Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche consacré à la principale, sinon aux principales articulations de l'actualité sur le continent. L'une de ces articulations, c'est la présidentielle au Togo, avec sûrement un quatrième mandat pour Faure Essobzina Gnassingbé. Si c'est un scrutin sans suspense pour beaucoup, mais un des candidats pense avoir mis le président sortant en ballottage. On va décrypter cette actualité. On va revenir au Mali pour parler de cette nouvelle grève des enseignants. Ils observent un mot d'ordre de 20 jours depuis lundi dernier. Le Mali, toujours avec cette nouvelle visite du Premier ministre Dr Boubou Cissé dans la région de Mopti, la 7e visite dans la région. Des questions abordées par nos invités, M. Chakmar Konaré, avocat, Makan Kone, directeur de publication de Mali Tribune. De nouvelles libérations, Elhadji Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain, présidentiel au Togo, je vous le disais, c'était samedi dernier. Pour bon nombre d'observateurs, c'est un scrutin sans suspense. Agbomeyo Kodjo, l'un des candidats de l'opposition, pense avoir créé la surprise en mettant le président Faure en ballottage. Il parle de deuxième tour, Chana Takiou. Est-ce que c'est plausible, tout ce qu'il dit, selon vous? Nous sommes en politique, les résultats ne sont pas officiels. Un deuxième tour n'est pas à exclure au stade actuel des résultats, mais tout le monde est unanime que le président sortant, Faure Eyadema, est vraiment en très bonne posture pour remporter le scrutin dès le premier tour. Cela étant, attendons pour voir, parce que le slogan de Faure, des partisans de Faure Eyadema, c'est le chaos. C'est comme chez nous, lors de la présidentielle où on parlait de Takokelin, mais il n'y a pas eu de Takokelin, on est allé au second tour. À Lomé, on parle de chaos, mais attendons pour voir si ce chaos se réalisera ou pas. Ce qui est sûr, le président sortant est vraiment en bonne posture pour se succéder à lui-même. Voilà, juste rappeler que nous sommes en direct sur deux pages, la page Facebook Africable Télévision et également la page Facebook Le Débat du Dimanche. Vous pouvez interagir, participer à l'émission en direct à travers ces deux pages. M. Chakmar Konaré, vous également par rapport à cette élection présidentielle au Togo? Moi, je crois que le président Gnassingbé va être élu au premier tour. Vous savez, il n'y a pas de démocratie véritable au Togo. Ce qu'il y a là-bas, c'est que depuis 50 ans, un clan familial gère le pouvoir à sa guise. Il n'y a pas de possibilité pour l'opposition de mettre, à mon avis, Faure Gnassingbé en ballottage, pour la bonne raison que l'opposition n'existe pratiquement plus depuis la défection de Gilles Christ Olympio. Jean-Pierre Fabre est très faible, ceux qui le suivent sont très faibles, et ils ont en face d'eux un État ultra puissant. Oui, Magan Kone, Fabre est faible, donc c'est Faure qui est fort. Non, je crois que le contexte n'est pas le même, il faut le dire aussi, qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a un second tour, il y a que la société civile est relativement un peu plus forte, qui se bat un peu, et que les Togolais eux-mêmes se disent, comme M. Konaré vient de le dire, qu'il y a quand même 50 ans que c'est ça. Et les Togolais, certains membres influents de la société civile à l'extérieur du Togo se disent que 50 ans, ça suffit. Donc, mais malheureusement, comme partout en Afrique, c'est qu'il y a d'abord que celui qui est au pouvoir utilise les pouvoirs de l'État pour battre campagne et pour se maintenir ou accéder, sinon se maintenir au pouvoir. Et l'opposition ne parvient là-bas également, comme dans les autres pays, à s'unir. Donc, c'est vrai qu'il y a un second tour. Mais tant que l'opposition va rendre dispersée, moi je verrai difficilement Faure aller à un second mandat, parce qu'un second mandat pour lui c'est presque un second tour, je voulais dire, c'est presque la mort pour lui, quoi, politique, je veux dire. La cause, elle a entendu? Je ne crois pas du tout. Charles disait tout à l'heure que tout le monde est unanime que le président sortant va passer au premier tour. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas unanime.
Il faut attendre. Non, que tout le monde, dont vous avez parlé sans vous faire attention. Vous avez dit tout le monde est unanime, qu'il devrait passer au premier tour. Ce n'est pas vrai. Je ne pense pas du tout à cela. Je pense, mais laissez-moi continuer. On reverra le replay demain, si c'est votre phrase ou fan. Donc c'est pas du tout. Tout le monde n'est pas persuadé qu'il va passer au premier tour. Je ne crois pas. C'est le fait marquant, ces élections. Les élections sont déroulées globalement sans violence. Ça, il faut le dire, parce qu'avant les élections, on avait quand même peur, il y avait des craintes. La deuxième observation, c'est qu'il y a un des opposants qui dit déjà, moi je sais que je ne suis pas devant, et que c'est un autre opposant qui est devant. Donc ça aussi, c'est quand même nouveau, un fait nouveau dans ces élections. Maintenant, on attend la publication des résultats de la CENI. Mais je pense, moi, pour ce premier tour de table, que ce qui va être nouveau au Togo, ça va être cette fois-ci l'après-élection. J'ai comme impression que Faure passe ou qu'il ne passe pas, il pourrait passer, et que plus rien ne sera comme avant, je vous le dirai tout à l'heure pourquoi. Oui, Charna Takiou, est-ce que peut-être la future défaite de l'opposition n'est pas due également à son inorganisation, à son incapacité de se fédérer autour d'une candidature unique? Jean-Pierre Fabre et Agbo Meyo Kodjo, par exemple, ensemble, auraient pu causer beaucoup de difficultés à Faure Gnassingbé. Oui, c'est une des raisons de la faiblesse de l'opposition, la désunion de l'opposition, le manque d'unité au niveau de l'opposition. Il n'y a pas que ça. Tangara, Faure Yadema, il vient de loin. Il a quand même un bilan acceptable. Il a un taux de croissance de 5% stable depuis 3 à 5 ans. Et c'est vrai qu'en 2010, 2015, 2005, son élection a été contestée. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait des réformes. Même politiquement, il a été suffisamment courageux pour faire des réformes en acceptant le scrutin à 2 tours pour la présidentielle. Auparavant, c'était le scrutin à un seul tour. Tu remportes l'élection. Il y a eu des réformes politiques, il y a eu des réformes économiques, il y a eu des réformes structurelles. Est-ce que vous voyez donc, Faure a fait bouger son pays. Il a fait bouger son pays. Il a un bilan économique acceptable et il a une opposition désunie, ce qui lui ouvre un peu un boulevard pour l'emporter au premier ou second tour. Peut-être un bémol à l'embellie dont parle Chana. Il y a eu des manifestations en 2017-2018, Maître Konaré, qui ont failli emporter Faure également. On a même demandé sa démission. Même quand l'opposition était unie, elle n'a pas pu vaincre le pouvoir, ni dans la rue, ni dans les urnes. Pour une bonne raison, c'est que le socle de ce pouvoir est familial, il est surtout militaire. C'est l'armée qui a mis Faure au pouvoir, c'est l'armée qui continue de le soutenir, quel que soit le taux de croissance ou les difficultés de l'économie, Faure continuera à gouverner. Sauf si un jour il était lâché par l'armée. Et je ne sais pas pourquoi l'armée agirait ainsi. On a parlé d'interaction avec le public. Une réaction de M. David Messan sur la page Facebook. Je ne sais pas s'il est à Lomé. L'opposition togolaise n'est pas soudée et l'erreur qu'elle est en train de commettre est qu'elle est basée à Lomé. Elle oublie le Nord. Macan connaît le Nord quand même, c'est le fief du président. Absolument. Moi j'étais en 2005. Voilà, moi j'étais en 2005 à Lomé pendant la première élection de Faure. C'est pourquoi je dis que le contexte n'est pas du tout le même. Et puis, même quand il parle d'opposition à Lomé, mais l'opposition fatigue Faure à Lomé, ça c'est très clair. Peut-être qu'on va en parler aujourd'hui. Il ne sait pas. Pour le Nord, c'est comme tous les hommes politiques qui ont leur fief. Depuis le père Yadema, ils ont travaillé, ils ont tout fait pour pouvoir asseoir en tout cas leur pouvoir au nord du pays. Et puis le Togo lui-même, ça aussi il faut en tenir compte, le Togo c'est un tout petit pays. En fait, il suffit d'une certaine stratégie pour pouvoir prendre, ne serait-ce que
la partie nord, déjà, c'est presque la moitié de l'électorat. Donc il y a cela. Il y a aussi que, compte tenu des moyens dont dispose Faure depuis 2005, depuis bien avant 2005, il a quand même une certaine emprise sur une grande partie de Lomé. C'est juste un quartier. Moi, c'est un quartier, je sais que c'est un quartier ou 2 quartiers de Lomé qui sont vraiment les fiefs de l'opposition où Faure gagne difficilement. Oui, il y a un quartier qui s'appelle Bay, qui est vraiment le fief de l'opposition. Faure, vous parliez de l'après-élection. Oui, moi je parle de l'après-élection, mais très rapidement, j'ai entendu parler de taux de croissance tout à l'heure. Même si vous avez un taux de croissance, c'est valable pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dans tous nos pays, si vous avez un taux de croissance à 2 chiffres, quand vous enlevez l'inflation et la démographie, il ne reste plus rien du tout. Donc le taux de croissance, c'est pas un baromètre pour dire que voilà, un pays est bien géré et qu'il a de quoi nourrir tous ses enfants. Ce n'est pas vrai. L'autre chose, je parlais de l'après-élection, mais si vous parlez, je vais rester un peu pour voir un peu comment les choses se déroulent. Ça a été le rôle de l'armée. Il y a un candidat, j'ai écouté ça ce matin, qui disait qu'il avait peur parce que sa maison était encerclée. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Le sentiment que j'ai, c'est que l'armée n'est pas aujourd'hui dans les rues en train de traquer les opposants ou les leaders de partis politiques comme on le faisait il y a 10 ans ou comme on le faisait il y a 15 ans. Je disais l'après parce que, effectivement, plus rien ne sera comme avant. Il est resté au pouvoir, il a été élu, réélu, il a été contesté, il est un opposant, on devait vous le rappeler, qui n'est plus dans le pays d'ailleurs, qui est parti. Et donc le sentiment, c'est que on va quand même probablement vers la fin d'un système, je pense, après ces élections, parce que les Togolais vont se dire à un moment, bon maintenant, stop, il faut faire autre chose. Voilà. Après le Togo, cap à présent sur le Mali pour parler de cette nouvelle grève du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Cette fois-ci, c'est un mot d'ordre de 20 jours qui est décrété et qui a commencé depuis lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Ils avaient, vous vous rappelez, ces enseignants battu le pavé la semaine dernière pour exiger l'application de l'article 39. On revient justement sur cette marche avec notre reporter Dikourou Cheikh Traoré. Pour ce énième rendez-vous de revendication, le collectif des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 est sorti en rang serré avec un seul point à l'ordre du jour, l'application de l'article 39 du statut des enseignants que l'État malien avait promis de faire avant la fin de l'année 2019. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement malien, l'application stricte de l'article 39. C'est tout ce que nous demandons. Et tant que cet article n'est pas appliqué dans ses fonds et dans ses formes, il n'y aura pas d'école en République du Mali. On a souffert, on a encaissé, on a enduré. Il est temps maintenant vraiment que le peuple malien sache la vérité. Le président de la République lui-même a l'habitude de leur dire dura lex, sed lex. Donc la loi, elle est la même pour tout le monde. Donc nous les invitons à s'inscrire dans cette logique pour respecter l'article 39 de la loi 2018 de la synergie. Ainsi, pour ces enseignants visiblement très remontés, la solution de cette grogne est entre les mains du gouvernement malien, de quoi bénéficier du soutien des parents d'élèves. Un peuple, s'il n'est pas éduqué, il devient un peuple de moutons et finira toujours par engendrer un gouvernement de loups. Outre la marche de ce jeudi, le collectif entend observer une autre grève de 20 jours à partir du lundi 17 février. Voilà, c'est justement ce mot d'ordre qui a débuté lundi dernier. Maître Konaré, on a entendu un des manifestants, un des enseignants parler de Duralex, Cedlex. On dirait que c'est un argument imparable. Vous savez, cette affaire est un imbroglio. De tous côtés, c'est l'impasse. Moi, je voudrais souligner ce qui se passe en réalité pour le commun des citoyens. Il y avait un statut général des fonctionnaires auquel a dérogé une loi octroyant un statut particulier aux enseignants. Et l'article 39 de ce statut particulier dit que toute augmentation de salaire accordée aux fonctionnaires du statut général bénéficiera aux enseignants qui bénéficient donc d'un statut particulier. Le problème, c'est que quand le gouvernement a accordé 20% d'augmentation salariale à l'UNTM, les enseignants ont demandé que automatiquement leur salaire soit augmenté de 20%. Le gouvernement répond que non.
Et si on devait augmenter votre salaire de 20%, alors vous irez beaucoup trop loin par rapport à la grille dont se prévalent les autres fonctionnaires. Parce que votre grille dépasse celle des autres de 140 points. Donc si on doit vous accorder 20%, nous vous demandons d'accepter que ces 20% soient calculés sur la base des grilles des fonctionnaires du statut général. Maintenant, les enseignants ont dit non. Il faut que les 20% soient calculés sur la base de l'indice que nous avons de par notre statut particulier. Et il y a un autre problème qui se greffe à cela. C'est que si vous accordez 20% aux fonctionnaires du statut général, leur grille va encore dépasser celui des enseignants de 40 points. Toute chose que les enseignants n'acceptent pas parce que leur statut leur donne une avance de 140 points au niveau indiciaire. Donc c'est un véritable labyrinthe. Chacun a ses arguments. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils essaient chacun de mettre quelques intérêts de côté pour voir l'avenir de nos enfants. Oui, pour qu'enfin les enfants puissent apprendre dans ce pays. Un problème d'imbroglio, d'interprétation, est-ce que les enseignants doivent être tenus pour responsables de ces questions d'interprétation? Duralex et Sedlex, comme quelqu'un l'a dit tout de suite, oui. Article 39. Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Il est juriste, il a parlé d'interprétation. Le gouvernement initie la loi, elle est votée par l'Assemblée nationale. Donc il y a un esprit. Donc est-ce que c'est l'interprétation des enseignants qu'il faut prendre en compte ou celle du gouvernement qui connaît l'esprit dans lequel la loi a été initiée et votée? Je pense que le Premier ministre a toujours dit qu'il est d'accord pour l'application de l'article 39. Il n'y a pas de problème au niveau de l'article 39. Duralex, Sedlex. Mais la lecture que fait le Premier ministre de l'article 39 est différente de celle des enseignants. C'est là où se situe la problématique. Maintenant, ce que je ne comprends pas encore, Monsieur Konaré, vous avez bien brossé la situation en expliquant que les enseignants étaient dans un statut général. Ils ont quitté ce statut général pour aller dans un statut particulier. Normalement, ils ne devraient plus bénéficier des avantages accordés à ce statut général qu'ils ont abandonné. Malheureusement, quand on a des ministres amateurs et une assemblée peu rigoureuse... Est-ce qu'on peut revenir sur cette expression ministre amateur, quand on a des ministres qui... Je vais expliquer, c'est ça, parce qu'il y a une erreur. C'est un peu fort, Chana, ministre non, amateur. Je sais de quoi je parle. Parce que un tout petit peu sur cette expression. Je reviens sur ça parce que l'article 39 n'aurait pas pu figurer dans le statut particulier. C'est parce que, au niveau de l'initiation de ce projet de texte, il y a eu manque de vigilance de la part du gouvernement, et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un manque de rigueur. Sinon, si vraiment il y avait une certaine rigueur, cet article 39 ne devrait pas figurer dans le statut particulier des enseignants. Parce qu'ils ont abandonné le statut général pour un statut particulier. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. On va revenir vers vous. On va réagir Macan sur cette actualité, cette crise, puisqu'on est dans une crise. Et puis si on ne fait pas attention, ce serait peut-être l'année blanche encore une fois. Moi je crois qu'il faut qu'on arrête d'embrouiller les téléspectateurs, les termes techniques, articles. Aujourd'hui, la réalité, elle est toute simple. Elle est vraiment criarde, je veux dire. Il n'y a pas d'école au Mali depuis des années. Il n'y a pas d'école. Le gouvernement est sur sa position, les enseignants sont sur leur position. Et ça, c'est le problème posé tel quel. Maintenant, quelle est la solution? Et puis, pourquoi? Maintenant, il faut se poser des questions, à mon avis. Pour quelles raisons, depuis combien d'années, on ne fait que sauver des années? On n'a jamais pensé à sauver l'école. Et c'est les mêmes acteurs. Moi, je propose qu'on change les acteurs
de recherche de solutions à cette crise scolaire. C'est les mêmes hommes, c'est les mêmes personnes qu'on appelle chaque année, et c'est les mêmes syndicats qui protestent, c'est les mêmes personnes qu'on appelle, on s'assoit, on négocie, on sauve une année, et la prochaine année, c'est la même chose. Mais dans quel pays on est si un problème revient comme ça de manière récurrente et qu'on ne cherche pas de solution? Donc je crois aujourd'hui, franchement, sortons des trucs techniques, des 20%, des 29%, des 39%, des 10%, asseyons-nous, ayons le courage, et le gouvernement et les enseignants, de dire ce qui est possible. Et que le gouvernement s'assume en tant que gouvernement, que les syndicats aussi s'assument en tant que syndicats, mais qu'on mette le pays en avant, qu'on ait pitié de ces enfants qui ne vont pas à l'école. Moi, j'ai appris qu'il y a un responsable qui a enlevé ses élèves, ses enfants d'école. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est vraiment c'est du populisme clair et net, parce qu'aucun responsable aujourd'hui ne doit s'asseoir et regarder, enlever, c'est-à-dire sortir simplement ces enfants d'écoles privées, soi-disant que le public... Et puis les écoles privées, qui les a favorisées aujourd'hui? C'est ce même gouvernement. C'est nous qui avons fait de cette école n'importe comment. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire un arrêt, il faut s'arrêter, trouver une solution à l'école, sauver l'école malienne. Oui. J'ai appris effectivement qu'il y aurait un ministre de la République qui aurait enlevé ses enfants de l'école privée pour dire, bon, puisque l'école publique ne marche pas, voilà. Si c'est vrai, c'est vraiment du populisme. Ça ne règle pas le problème et ça le déplace. Mais en revanche, Maître Konaré, pour une fois, vous avez parlé, comme le disait un voisin de quartier, un gros français, pour expliquer l'affaire. Et vous, cher ami, cher revenant, vous êtes passé un peu à côté. Parce que l'article 39 dit quoi? Si vous augmentez les autres, vous nous augmentez. Ah ben non. C'est ce que l'article 39 dit. Mais là, les interprétations que vous avez, etc., que dit le gouvernement? Le gouvernement dit, nous n'avons pas pour le moment les moyens de satisfaire à ces revendications. D'accord, mais qu'est-ce que vous proposez? Le gouvernement dit, j'ai lu ça avant de venir, le 11 mars prochain, nous allons faire une proposition de sortie de crise. Mais d'ici le 11 mars, qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté, au milieu, vous avez les élèves qui ne vont pas à l'école. L'AEM a fait un communiqué aujourd'hui pour dire nous voulons aller à l'école. Au milieu, donc, vous avez des élèves qui ne vont pas à l'école. À gauche, vous avez le gouvernement qui dit j'ai pas le pognon. À droite, vous avez les enseignants grévistes. Je suis d'accord avec toi qu'il faut, Maquin, qu'il faut évoluer. C'est-à-dire, le problème n'est pas de donner tort à Pierre ou raison à Paul, mais de résoudre la question. Mais si vous voulez résoudre la question, il faut quand même un médiateur entre vous deux. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette crise-là et qu'il n'y ait pas un médiateur, soit le médiateur de la République, soit quelqu'un d'autre, les familles fondatrices, je ne sais pas, pour quand même essayer de résoudre la question. Oui, c'est ce qui, moi, m'attriste le plus, parce que quand vous voyez ces enseignants, on a envie de devenir enseignant quand on voit ces enseignants marcher. La dernière fois, je disais ici, regardez leurs chaussures. Un enseignant m'a dit, oui, mais oui, qu'effectivement, nous sommes les plus mal chaussés de la République. En tout cas, plus mal chaussés que Chahana Takio. Une autre réaction sur la page Facebook, M. Drissa Sanogo. À mon avis, il serait mieux de fermer les classes et faire des assises d'abord. Ça ne sert à rien de faire des bricolages chaque année. Maître Konaré, est-ce qu'il faut aller vers cela, fermer les écoles? Puisque certains disent également, l'année dernière c'était le même scénario jusqu'à 3-4 mois. Après on a eu une solution. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être laisser l'année dernière discuter convenablement en profondeur pour pouvoir sauver l'école une bonne fois pour toutes? Non, vous vous trompez. Nous sommes dans... C'est le téléspectateur qui se trompe. Oui, il se trompe. Nous sommes dans une vieille Sotrama. Okay. Alors, elle doit transporter des passagers démunis. Et il ne faut pas qu'elle s'arrête. Le pays est dans cet état. C'est tous les segments de l'État qui connaissent les mêmes problèmes. La santé, l'armée, l'éducation, c'est tous les secteurs. Donc, il ne faut pas penser que d'un coup de baguette magique ou par l'effet d'un débat quelconque, tous les problèmes pourraient être réglés d'un seul coup. Non. On avance de façon dynamique, on essaie de trouver de régler les problèmes. Maintenant, vous avez parlé de gros français. Non. Moi, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire d'école, moi-même, je n'avais pas trop compris la position du gouvernement. J'ai essayé de m'informer. Et j'ai compris qu'en réalité, il y a une bataille entre la légalité et l'équité. Il faut trancher entre l'équité et la légalité et ce n'est pas du tout facile. Alors donc, moi, j'invite toutes les parties à trouver un terrain d'entente, quitte à ce que le gouvernement consente davantage de sacrifices financiers, parce que l'école, c'est vraiment la mère de toutes les vertus.
l'école est à la base du développement. Oui, Chana Takiou, en termes de pistes de solutions, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation, finalement. On ne peut pas rester dans cette situation, mais il faudrait que Serge accepte qu'on dise ce qui est. Ce qui est, il y a un imbroglio, il y a une interprétation. Il faudrait que cela soit dit. Et que ce que Serge oublie, c'est qu'il y a un mécanisme de conciliation chaque fois qu'il y a un préavis de grève. Ce mécanisme existe, ce mécanisme a été mis en branle, et ça a été... Il y a eu une conclusion d'échec. Il y a eu un échec par rapport aux négociations, par rapport au pourparlers. Il y a eu des négociations. Il y a un mécanisme classique qui est là. Ce mécanisme a conclu sur un échec. Sur un échec. Maintenant, vous savez, hein, dans les pays comme le nôtre, là, chaque fois qu'il y a des problèmes, le problème d'argent, c'est des problèmes difficiles à trancher. C'est des problèmes d'argent. Nous n'avons pas la solution. Le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de baguette magique. Si c'était des décisions, des mécanismes, des situations, on peut imaginer, réfléchir. Mais ce que l'argent permet de résoudre, rien ne peut le résoudre que l'argent. Et rien que l'argent. Soit ceux qui demandent de l'argent acceptent qu'il n'y a pas de l'argent, ils attendent, ou que le gouvernement cherche l'argent. Il n'y a pas d'autre solution que l'argent. Le problème de l'argent se résout par l'argent. C'est terminé. Okay. Ça, c'est un idéologue qui parle. L'idée n'est pas de dire que le mécanisme a échoué, qu'on va s'arrêter. Je sais bien qu'il y a une commission de médiation, de conciliation. C'est pas parce qu'elle échoue qu'on doit arrêter les négociations. C'est ce que je dis, tout simplement. Je voulais dire, pour poursuivre sur la lancée de Maître Konaré, qu'il y a la réalité, il y a la légalité, il y a l'équité. Mais entre la légalité et l'équité, il y a la réalité. La réalité aujourd'hui au Mali, c'est qu'il n'y a pas d'école depuis une dizaine d'années au moins. La réalité aujourd'hui, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un manque de confiance entre les enseignants et le gouvernement. La réalité, non, c'est que c'est pas un secret. Il faut le rappeler. Ils ne vont pas à l'école, il ne faut pas me couper. Il ne faut pas me couper. La réalité, ça ne veut rien dire. Les gens ne vont pas à l'école. Pour quelle raison? Pour quelle raison on ne trouve pas de solution depuis 12 ans? Mais pourquoi on ne trouve pas de solution? C'est ça qu'on a dit. Accepte que c'est on est là pour ça, on cherche une solution. D'accord. On va même avancer pour prendre une dernière. On va prendre une dernière réaction sur Facebook. Une dernière réaction sur Facebook. Il ne faut pas répondre les gens. Ok, Makan, s'il vous plaît. Une dernière réaction sur Facebook, une réaction de M. Tchessé Konaté. Le problème, il est financier. Donc, sur quel budget l'éducation malienne est-elle financée? Sur fonds propres ou sur fonds externes? Une question peut-être qu'on aura l'occasion de poser soit au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Maître Konaré, d'autres également proposent une rencontre peut-être entre le premier enseignant et ses autres collègues, entre le président de la République et puis bon, le collectif. Si à certaines échelles, ça ne marche pas. Vous savez, moi je pense qu'il n'est pas bon que le président de la République interfère à tout bout de champ dans la gestion des affaires courantes de la cité. Quand vous lisez notre constitution... Mais on est dans un blocage. Oui, mais j'ai dit, quand vous lisez notre constitution, elle dit clairement que c'est le gouvernement qui définit et conduit la politique de la nation. Le gouvernement, c'est les ministres et le Premier ministre. Il ne devrait pas accepter d'échouer au point d'impliquer le président de la République dans des règlements syndicaux. Alors donc, moi j'invite le gouvernement et les syndicats à trouver une solution. D'accord. Oui. Et la solution existe. Hein. La solution existe. Même si on devait décider, par exemple, de couper le financement annuel des partis politiques, par exemple. Un mot seulement pour dire que j'adore M. Konaré qui dit « j'invite le gouvernement ». Il parle comme le président de la République. Oui, mais je parle comme un citoyen. C'est les instructions. Non, mais en fait, je suis désolé, le président de la République, il est au-dessus de la mêlée, mais quand c'est une affaire, pas de l'État, mais ça devient une affaire d'État, il est quand même obligé de s'impliquer. Et je sais de bonnes sources qui s'apprêtent à s'impliquer. Oui, les réactions sur la page Facebook, elles sont tellement pertinentes. On avait parlé de dernière réaction, mais cette fois-ci, la bonne dernière.
El Hadj Mohamed Touni, l'État doit s'assumer en abrogeant le statut en question et en décrétant une année blanche pour enfin organiser une assise nationale sur l'école. Dernier thème de ce débat du dimanche, toujours le Mali, pour parler de cette visite justement du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, dans la région de Mopti. 2 jours pour s'enquérir de la situation sur le terrain et y apporter des solutions. Une visite qui intervient après Ogo Sagou II et qui a aussi été précédée de celle de l'ancien Premier ministre Django Sissoko, émissaire du haut représentant du chef de l'État pour le centre. On va en parler, surtout que le Mali peut compter sur le soutien de l'Union africaine dans la perspective d'un dialogue avec Yada Gali et Koufa. Mais déjà, Maître Konaré, sur cette visite de Boubou Cissé dans la région de Mopti, la 7e du genre. Si c'est pour présenter ses hommages aux familles éplorées par les récents massacres, c'est une très bonne chose. Maintenant, moi je vois le problème sous un autre angle. Je le vois sous l'angle de la nécessité de redéployer l'armée dans cette zone pour que les législatives puissent se tenir. Parce que j'ai bien peur que dans la plupart des localités du centre, les législatives ne puissent pas se tenir. Que dans la plupart des localités du nord, les législatives ne puissent pas se tenir. C'est vrai, j'ai parlé de législatives de guerre, en ce sens que du fait que ces législatives ne pourront pas se tenir sur toute l'étendue du territoire et qu'elles ne seront pas tout à fait libres de par la présence des groupes armés un peu partout, alors j'ai bien peur que cette visite-là ne parvienne pas à trouver les solutions aux problèmes de l'heure. Mais la meilleure manière de gouverner, c'est d'être proche des populations. C'est d'aller vers les populations. C'est d'écouter les populations, d'enregistrer leurs préoccupations et tenter d'y apporter des solutions. Je pense que c'est une bonne démarche. La démarche est salutaire, elle est louable. Une bonne démarche, oui. Mais est-ce que pour autant, nous avons ou nous pouvons trouver les réponses appropriées à la crise? C'est là toute la problématique. C'est là toute la problématique. L'essentiel, c'est de faire des efforts. L'essentiel, c'est de tenter. L'essentiel, c'est d'essayer. Et c'est vrai, l'essentiel, c'est au bout de compte d'avoir des résultats. Mais je pense que cette démarche s'inscrit dans la recherche de résultats aux difficultés qui assaillent les populations du centre du pays. Vu sur cet angle-là, le Premier ministre est encouragé et nous souhaitons de vive voix que des solutions pertinentes puissent être trouvées pour qu'on puisse avancer. D'accord. Aujourd'hui plus qu'hier. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai terminé. Oui, allez-y. Moi, je crois que dans la forme, déjà, moi, j'ai bien apprécié que ce soit le Premier ministre qui aille au centre, surtout à Ogo Sagou, et que ce ne soit pas le président. Parce que le président de la République, je me demande ce qu'il allait encore dire à ces mêmes populations une année après avoir tenu toutes ces promesses il y a une année, vous n'aurez plus aucun problème, je vais vous sécuriser et tout et tout. Moins d'une année, patatras, on voit ce qui s'est passé. Donc, que ce soit le Premier ministre qui part dire aux gens Yako et tout, c'est une bonne chose déjà. Maintenant, il faut conseiller au Premier ministre, et ça, j'invite, je vais faire comme M. Konaré, j'invite le Premier ministre à ne pas tomber dans le même piège que le président de la République, c'est-à-dire à ne pas tenir, à ne pas faire des engagements qu'il ne peut pas tenir. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est bien d'être proche du peuple, c'est bien d'être proche des populations, mais il faut que sa parole soit respectée. C'est quand on dit, on vous sécurise, on vous sécurise. À Ogo Sagou, par exemple, c'est le lendemain du départ de l'armée que les gens sont venus attaquer. Dans un pays, ce n'est pas normal. Donc, il faut tout faire. Il faut que le Premier ministre fasse en sorte que tous les engagements... Moi, j'apprécie sa démarche parce que c'est le Premier ministre qui a fait le plus de voyages à l'intérieur du Mali. C'est important. Il doit être encouragé à cela. Mais il faudrait qu'il fasse en sorte que tous les engagements, toutes les promesses faites soient tenues, soient respectées sur place. Oui, certainement. Très rapidement, le Premier ministre qui a fait le plus de déplacements à l'intérieur du Mali, il faut qu'on recoupe ça. Ces derniers temps, Ces derniers temps, d'accord. Bon, ok. Mais moi, il y a deux symboles de cette visite-là. Vous savez, si vous faites attention,
commandant de la zone militaire de Sévaré n'est plus là-bas. Il est à Bamako. Est-ce qu'il est rappelé? Est-ce qu'il est en congé? Est-ce qu'il est viré? Bon, on va le savoir. Le deuxième élément, c'est que vous avez le chef du théâtre des opérations, parce que vous avez le commandant et puis celui qui est là. Lui aussi, il est à Bamako. Le troisième élément, vous avez un intérimaire qu'on a vu, d'après mes informations, dans la délégation du ministre. Est-ce que c'est un nouveau qui va sur place? Donc, est-ce que c'est une sanction après Ogosagou? C'est normal qu'il y ait des sanctions, parce que responsable pas coupable, coupable pas responsable. Le premier symbole, pardon. Deuxième symbole, et c'est important, d'après mes informations, quand il est revenu d'Ogosagou, il est allé dans une autre localité, et il a constaté qu'il y avait des barrages sur la route. Il a dit, je ne veux plus voir ces barrages. Est-ce que les barrages ont été effectivement levés? Je ne sais pas. C'est un autre symbole pour dire que si vous voulez gouverner dans l'action, vous êtes obligé d'aller sur le terrain, mais de tirer les leçons des situations que vous avez vécues. Donc il était tout à fait normal qu'il aille à l'intérieur, notamment à Ogosagou. Sur ce thème, une question de M. Paul Tembeli. L'annonce de Boubou Cissé aujourd'hui à FICO, qu'il donne 5 jours pour la suppression des postes de chasseurs. Est-ce qu'il a déjà envoyé les militaires au centre? Peut-être, maître, la personne veut savoir, est-ce que l'État a les moyens de désarmer ceux qui ont des armes dans la région de Mopti? Ça revient au constat, à l'interrogation que j'ai soulevée dès le départ. J'ai dit, c'est une très bonne chose d'aller faire cette visite, mais est-ce qu'elle va régler les problèmes? Les problèmes, c'est la présence de l'absence de l'armée dans la plupart des localités. Moi, j'aurais souhaité que cette visite s'accompagne d'annonces et d'un redéploiement effectif de l'armée dans toutes les localités du centre où les gens se font massacrer. Le président l'avait annoncé il n'y a pas longtemps, ce redéploiement. Non, quand je dis annonce, je veux dire qu'une annonce d'un déploiement effectif. C'est ça l'opération Maliko. Chana, écoutez, on Makan, a annoncé l'opération Maliko juste avant le massacre de Ogosagou. Alors moi, je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de demander des actions concrètes. D'accord. Voilà. Chana, Makan, ensuite Serge. L'information de Tembeli qui nous annonce ce que le Premier ministre a demandé. Ça, on le savait. Qu'est-ce qui a permis le Premier ministre? Tu le sais, je ne le savais pas. Voilà. C'est terminé? C'est pas terminé. C'est la réalité. Donc je continue. Voilà. Qu'est-ce qui a permis? Qu'est-ce qui a permis? Qu'est-ce qui a permis au Premier ministre de prendre cette décision? C'est parce qu'il est allé sur le terrain. Vous savez, souvent, les décideurs sont ici à Bamako, vous m'excusez du terme, on les ment. Ils donnent souvent des instructions, celles-ci ne sont pas mises en œuvre. Il faudrait aller sur le terrain pour voir de visu ce qui s'y passe. Il faut aller sur le terrain pour voir si les instructions données par-ci et par-là sont mises en route. Il faut redéployer l'administration. Il va terminer. C'est ça le rôle de l'administration. Il y a trop, très souvent, il y a trop de mensonges à la base qui remontent vers le sommet. Donc la seule manière de détecter ces mensonges et le fait que les décisions ne sont pas mises en route, c'est d'aller sur le terrain, constater de visu et prendre les décisions qui s'imposent. D'accord. Je veux dire à M. Konaré que nous, on ne rêve pas aussi, on parle de la réalité. La réalité aujourd'hui aussi, c'est l'opération Maliko. Maintenant, ce qui s'est passé après l'opération Maliko, c'est autre chose, mais le président de la République a signé un décret qui redéploie l'armée et tout ça, c'est la vérité aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est l'absence. C'est pas que l'absence de l'armée, c'est l'absence de l'État même. L'État dans tous ses fonds, il n'y a pas d'État. Au-delà de Ségou un peu et tout. Hier, tout près, on a coupé la main à quelqu'un à Seribala. Seribala, c'est à combien de kilomètres de Ségou? Carrément. Donc pour vous dire, c'est ça, il faut aujourd'hui. C'est pourquoi je disais que c'est bien que le Premier ministre soit là-bas, c'est à saluer et tout. Mais non seulement il ne faut pas qu'il prenne des engagements que l'État ne peut pas tenir, et puis il faut qu'il gère son passage, l'après Boubou. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à Ogosagou, il ne faut plus qu'il y ait d'Ogosagou 3. Il faut que les barrages de Dosso soient levés. Il faut que l'administration soit là. Il faut que le préfet de Koro, au lieu d'être à Sévaré et tout, il faut qu'il vienne à Koro. Il faut que le sous-préfet soit là-bas. C'est tout. C'est l'État qui doit être présent avec l'armée. Vous savez, s'il n'y a pas d'armée, les gens ne viennent pas. S'il n'y a personne, l'armée ne vient pas aussi. C'est aussi simple que ça. Je vais être très rapide parce qu'on n'aura pas le temps, on risque de ne pas avoir le temps de parler de négociations avec les djihadistes. Au centre du Mali, dans le centre, dans la région de Mopti, nous avons un problème important aujourd'hui. C'est le statut de la milice d'autodéfense d'Anna Massagou. Officiellement, c'est une milice dissoute. Mais tout le monde sait qu'en fait, elle est dissoute seulement de nom. Que sur le terrain,
Dana Amassagu est là. Dana Amassagu veut être reconnu par l'ONU. L'ONU ne veut pas reconnaître puisque le gouvernement a décidé de dissoudre Dana Amassagu. La réflexion qu'il faut peut-être mener assez rapidement, est-ce qu'on doit demander par exemple à Dana Amassagu confirmer la dissolution du mouvement, mais qu'il prenne un autre nom pour pouvoir avoir une place dans le débat? Je pense que si on ne règle pas ce problème à un moment au centre, on ne pourra pas avancer. Non, oui, Serge, oui, ok. Quand une milice est dissoute, elle est dissoute. Et ces éléments, s'ils continuent à émerger sous un autre, même sous un autre nom, doivent être enchaînés et amenés à Bamako puis jugés. Quand on n'a pas, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, quand l'État n'a pas ses moyens, il n'a qu'à nous le dire et on va réfléchir ensemble. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Ok. Justement, est-ce que la politique des moyens de l'État, c'est pas ce dialogue en passe d'être engagé avec les responsables djihadistes, Yaga Gali, Amadou Koufa? On a parlé de l'émissaire du haut représentant du chef de l'État, l'ancien premier ministre Django Sissoko, qui vient de la région de Mopti. Est-ce que ça peut apporter quelque chose, Makankone? Je vous réponds direct que non. Moi, je suis foncièrement contre ces dialogues les djihadistes parce que je sais qu'on n'a pas ce qu'ils veulent. On a quoi à les proposer? On ne peut pas... Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est connu de tous. On pourra s'entendre sur absolument, quasiment rien avec ces djihadistes. Aujourd'hui, et puis, il faut négocier en position de force. Aujourd'hui, on dénonce l'accord d'Alger et tout. C'est parce qu'on l'a négocié en position de faiblesse. C'est après la victoire militaire qu'on peut s'asseoir négocier. Si jamais on va négocier, même maintenant si on va négocier avec les djihadistes, on va faire ce qu'ils nous demandent de faire, on est obligé. Et puis il ne faut pas oublier, en plus de tous ces djihadistes, de ces deux gens, il ne faut pas négliger le renforcement, en tout cas l'apparition grandissante de l'IGS aussi sur le territoire. Oui. Il y a ça. Donc on a beau négocier avec Yad et Koufa, qu'est-ce qu'on va faire avec l'IGS? Il y a tout ça. Pour une rare fois, je suis d'accord avec mon voisin de droite. Je pense que... J'ai dit mon voisin de droite, c'est un style. Le style, c'est l'homme même. Donc, très honnêtement, je pense que le moment ne s'y est pas. Il y avait un moment où on pouvait tenter de négocier avec ces djihadistes. Aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est de continuer à les pilonner, comme le fait Barkhane, comme le fait l'armée nationale, dans le cadre aussi du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'on va négocier avec ces chefs terroristes? Au moins qu'il y ait des préalables, qu'on sache ce qu'on va négocier. L'Algérie qui a négocié avec ces terroristes, avec la loi de la concorde nationale, l'Algérie a voté d'abord une loi de concorde nationale qui amnistiait les terroristes qui acceptaient de revenir dans le giron de la nation. Il y a eu beaucoup qui avaient laissé abandonner le maquis, qui sont revenus à la vie civile. Ils ont été pardonnés. Ils vivent en Algérie présentement. Ils ont quitté le stade de maquis pour rejoindre la vie nationale. Ces gens-là, ils ont été pardonnés. Et les autres qui ont refusé de regagner la vie nationale ont été combattus comme tels. Et l'Algérie a eu le dernier mot. Donc, nous, aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce que notre gouvernement propose aux chefs terroristes. Qu'est-ce qu'il leur propose? Chacun de nous, intelligents que nous sommes, imagine ce qu'on peut leur proposer. Mais que le gouvernement soit très clair, net, qu'il explique à son peuple, voilà, je veux négocier avec les djihadistes. On va revenir. Voilà ce qui... Mais on va revenir. On conclut le tour de table avec Serge et puis après on revient pour un autre tour de table sur cette question. Il n'avait pas parlé sur les djihadistes. Et moi je parle. En fait, ce que je vous dis. Tu parlais de Takiou. Takiou et Magan se trompent. Lorsqu'ils pensent qu'il faut exclure le dialogue avec les djihadistes. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les djihadistes... On a raté le coche. Oui, laissez-moi terminer. C'est que les djihadistes et les groupes séparatistes qui sont à Kidal sont les mêmes, premièrement. Je ne le crois pas. La deuxième chose, c'est que les djihadistes, ce qu'ils demandent, c'est la charia. La laïcité proclamée par notre constitution peut être adaptée de telle sorte que la charia puisse s'appliquer dans certaines localités. Et contrairement à ce que vous croyez, l'armée n'a pas aujourd'hui les moyens
de vaincre ce terrorisme. Personne ne vous a dit ça. Non, vous dites de les pilonner. Non, si, mais on n'a pas dit que l'armée a les moyens. On n'a pas dit que l'armée a les moyens. Il faut se doter de moyens. Et dans tous les pays où les grandes puissances sont en train de combattre ces terroristes-là, il y a des négociations qui ont été engagées. En Afghanistan, et en Irak et ailleurs. D'accord. Et on a cité même le cas algérien qui a abouti Avant Serge Daniel, s'il vous plaît. Chana, s'il vous plaît. Avant Serge Daniel, on va vous donner 30 secondes pour préciser le fond de votre pensée et ensuite on donne la parole à Serge sur cette question. Par rapport sur ce sujet, d'abord, on dit on ne négocie pas en position de faiblesse. C'est très clair. Les États puissants dont vous faites allusion, ils ont des grandes armées, des armées très fortes qui peuvent combattre les terroristes. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point, c'est qu'on n'a pas dit qu'on a une armée qui peut combattre, mais on a dit il faut qu'on se dote d'une armée. On est obligé, on ne peut pas rester comme ça tout le temps, on n'a pas d'armée, À un moment donné, il faut que nous puissions avoir les moyens de sécuriser nos frontières. Quel pays on est Serge a dit une fois ici, dans 5 ans, 10 ans, si vous n'avez pas d'armée, vous ne pourrez pas exister. Et c'est la vérité. Juste pour préciser le fond de votre pensée, en 30 secondes. C'est que vraiment, la lutte contre le terrorisme, ça prend du temps. Aujourd'hui, vraiment, c'est un leurre de vouloir négocier avec les terroristes. Et je tiens à dire à Konaré d'éviter l'amalgame qu'il fait entre les terroristes attitrés et les gens de Kidal. Les gens de Kidal ne sont pas des terroristes, les terroristes sont bel et bien connus. J'en ai terminé. Moi, je prends le compte de tout ça. Depuis 2002, les gouvernements successifs, les pouvoirs successifs du Mali ont négocié avec les djihadistes. D'abord, c'était pour libérer les otages, quand le nord du Mali était un entrepôt d'otages. Mais en ce moment-là, ils ont constamment négocié avec les djihadistes. Après 2012, c'est-à-dire après l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, on a continué à négocier, à discuter en tout cas, à dialoguer avec les djihadistes. Il y a eu une rencontre avec Koufa qui a été médiatisée, où on voit un avocat, un responsable des services, c'est pas ça seul. Autant, actuellement, je peux vous dire, il y a eu au moins, depuis l'arrivée du président de la République, au moins 4 rencontres avec d'officiels, avec soit l'adjoint de Yad El-Ali, soit Amadou Koufa. Et c'est tout à fait normal, tous les pays le font. Si vous voyez par exemple aujourd'hui les talibans, les Américains ont fait un communiqué il y a quelques jours pour dire mais les talibans ils sont en train de changer. Donc le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'il avait fallu avoir une doxa récemment, c'était une nouvelle doctrine, puisque 2 officiels se sont exprimés. Il y a Dioncounda Traoré, représentant du président de la République pour le centre, qui a dit je vais négocier avec les djihadistes. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Tchébélé Dramé, a dit nous ne nous sentons pas concernés par ces négociations. Le président a voulu recadrer pour dire la doxa qui est la plus importante est la mienne. Oui, pourquoi pas ne pas discuter avec les djihadistes. Donc désavouant son ministre des Affaires étrangères et confirmant son représentant dans ses rôles. Et c'est après pour ça... Non, mais je finis, moi. Vous prenez la parole, moi je ne parle pas. Si vous ne voulez pas que je parle, je mettrai... Allez-y. Bon, si bien que le président de la République a voulu rapidement recadrer les choses, désavouer son ministre des Affaires étrangères et dit, moi, ma doxa, c'est-à-dire ma doctrine, c'est pourquoi ne pas négocier. Et nous avons vu tout de suite le point focal auprès du représentant du président de la République, donc Traoré, donc Django Sissoko, il s'est rendu immédiatement à Mopti pour une visite de courtoisie, il a rencontré du monde, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je pense qu'il doit faire une conférence de presse. Donc, le gouvernement malien n'est pas contre négocier si ça peut aboutir. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est dans quelles conditions il faut négocier. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, quelqu'un disait tout à l'heure, il faut négocier en position de force. Oui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort militairement sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir abouti vos négociations avec les oui, Maître Konaré. En fait, la grande différence entre nous, autour de cette table, c'est que moi, je rejette la laïcité telle qu'elle a été conçue en Occident et mentionnée dans nos textes légaux et constitutionnels. Pour moi, on ne devrait pas parler de laïcité dans un pays à 90% musulman. Si les djihadistes veulent l'islam, mais pourquoi ne pas appliquer l'islam? Pourquoi faut-il rejeter l'islam simplement pour rester collé à un principe importé d'Occident?
Voilà mon problème. D'accord, on va... Non, Chana, il voulait préciser le fond de sa pensée. On va vraiment... On n'a que 3 minutes avant de conclure l'émission. Mais une autre thématique, Makan, peut-être quel lien établir entre la situation de façon générale dans le centre, dans le nord, avec les législatives? Est-ce que ce sera possible de mener campagne dans ce contexte-là et puis, bon, d'organiser également un scrutin dans ces conditions-là? Non, ça va être très difficile. Il faut être franc, il faut dire la vérité. Ça va être très très difficile. Puis ça devient de jour en jour difficile, en tout cas au centre et puis éventuellement relativement dans certaines parties du nord du pays. Mais c'est une question de volonté. Avec la volonté, on peut tout faire. Mais moi, je crois que ça va être très difficile. Et puis bon, la différence avec les législatives, c'est qu'on peut aussi tenir des partiels, quoi. Moi, mon souci, c'est quelle alternative au non-renouvellement de l'Assemblée nationale? C'est la question que je me pose. Oui, Jean, sur les législatives? Bon, je ne crois pas, Makan, qu'on pourrait tenir de partiels. Les législatives, ce ne sont pas comme les communales. Elles doivent se tenir le même jour sur toute l'étendue de la République. C'est ce qui... Non, il ne doit pas avoir de partiels. Des partiels, c'est quand il y a mort ou autre là. Mais les législatives... C'est le cas de force majeure. On est d'accord. La loi ne prévoit pas de force majeure. La loi ne prévoit pas de force majeure. Les législatives doivent s'organiser sur l'ensemble du territoire national le même jour. Maintenant, compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays, on sait pertinemment que certaines zones sont difficiles d'accès. On sait bien que les candidats ont peur de mener campagne dans certaines localités au risque d'être assassinés. Donc il y a des difficultés réelles. Malgré les difficultés réelles qui sont connues de tous, le pouvoir a décidé d'organiser ces élections-là. Nous allons voir ce que ça va donner, même si un célèbre avocat, président d'un parti, Maître Mountaga Tall, avec des arguments juridiques, demande l'annulation de ce scrutin. Oui. Serge, ensuite, Maître. Rapidement, théoriquement, effectivement, c'est normal. On va avoir des législatives sur tout le territoire national, théoriquement. Mais en réalité, tout le monde sait que même si on souhaitait que les législatives se déroulent sur tout le territoire national, ça risque de ne pas être le cas. Parce qu'il y a des régions où même si au lieu de porter une belle cravate, Chahana va là-bas en boubou, il ne peut pas y aller. Donc on ne pourra pas avoir accès visiblement à des localités. Ce qui est souhaitable, c'est franchement l'ambiance dans laquelle vont se dérouler, moi je pense, les périodes de campagne, les élections et surtout la préélection. Ce seront des élections particulières, assez particulières, mais je pense que nous allons avoir des élections, peut-être pas partout, sûrement pas partout, mais des élections législatives. Maître, le dernier mot. Oui, quand vous avez mal à la main, en période de temps calme, en période calme, on vous donne des médicaments, on vous fait des piqûres, etc. Mais quand on est en guerre, on n'a pas ce temps. On vous ampute. Alors, donc, de la même manière qu'il y a une chirurgie de guerre, il y a des législatives de guerre. Les législatives qui vont se passer seront des législatives de guerre. Elles ne seront ni régulières, ni tenues sur l'ensemble du territoire. Et il faut que tous les acteurs le sachent. C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, tout le monde rejetant en bloc l'hypothèse d'une nouvelle prorogation du mandat des députés. Voilà. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent crier pour dire que ce n'est pas bien, ça s'est mal passé. Non, ça ne se passera pas bien. D'accord. Voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Avant de se quitter, 2 rendez-vous. Tout de suite, 20h30, Écho Hebdo sur l'impact économique du coronavirus avec Dr Modibo Mao Makalou et Djibrila Maïga. Et 21h, politique, le débat autour du thème « Comment construire la paix au Mali ?» avec M. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, André Bourgeot, chercheur éminent, et Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat, à 21h avec Robert Dissa. Quant à nous, on vous souhaite de passer d'excellents moments. Nos invités étaient Maître Cheikh Konaré, avocat, Makan Kone de Nouvelle Libération, Elhadji Chana Takiou de 22 septembre et Serge Dandel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah. Serge Elhadji aussi.